Alors Franck Martin, si on en croit le titre et le sous-titre de votre livre que je vais montrer à la caméra, le management humain et le management bienveillant, c'est la même chose. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est précisément la même chose. C'est juste rappelé dans le sous-titre que pour faire de la bienveillance, il faut de l'humanisme. Moi, j'avais même envie à un moment donné de parler donc de l'humanisme en entreprise, même si ça sonne parfois un peu aigu pour certains chefs d'entreprise ou certains managers. Mais oui, on est là-dedans. C'est simplement redonner à l'homme la place qu'il a, qui est quand même la plus grosse place dans le cadre d'une entreprise. Voilà, donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des collaborateurs qui sont plutôt bien dans leur pompe, plutôt épanouis, plutôt heureux, eh bien, comme par magie, comme des enfants qui sont dans le plaisir, dans l'épanouissement, ils vont réussir leur projet, ils vont être dans la relation avec les autres, ils ne vont pas compter leur temps, etc., etc. Donc voilà, oui, les deux sont très complémentaires et égalitaires. Alors vous avez amené d'autres livres que vous avez publiés les années précédentes, Le pouvoir des gentils et puis Optimiste. Alors est-ce que humanisme, bienveillance, gentillesse, optimisme, tout ça à voir ensemble? C'est une suite logique. D'ailleurs, dans la logique de parution, le premier c'était Manager humain, c'est rentable. Le deuxième c'était Le pouvoir des gentils. Le troisième c'était Optimiste. C'est une trilogie et puis une quadrilogie, puisque j'en ai un autre qui sort au mois de septembre, dont le titre est Les super pouvoirs de l'innocence. Voilà, on continue dans cette logique-là. L'idée pour ces trois premiers qui parlaient à la fois pour le premier beaucoup de l'entreprise et puis pour les autres un petit peu sur le développement personnel, c'est vraiment d'attirer le regard et d'attirer l'attention sur le fait que on peut vivre l'entreprise, le cadre de l'entreprise totalement différemment de ce que l'on fait aujourd'hui. Je me suis rendu compte depuis maintenant 30 ans que je fais ce métier-là, j'en avais fait un autre avant qui était un métier de marketing et publicité. Je me suis rendu compte que les entreprises qui réussissaient dans le temps, qui avaient vraiment une vraie pérennité, c'était les entreprises qui avaient justement su gérer leurs relations humaines en ayant pris soin de veiller à ce que le R de RH ne soit pas que ressources, mais soit déjà et avant tout relations humaines. Voilà, donc cette phrase de Paul Václavic dont je parlais précédemment, qui consiste à dire que la relation de confiance prime sur le contenu, c'est juste essentiel dans tous les milieux, dans tous les instants. Patrick, si vous vous rappelez de ce que vous faisiez lorsque vous étiez ado ou à l'école, et où vous aviez peut-être, je ne sais pas si vous étiez bon élève ou pas, moi j'étais très mauvais élève, et les seules années ou les seules matières dans lesquelles j'étais devenu un très bon élève, c'était lorsque j'avais en face de moi un prof ou une prof qui avait précisément avec moi et avec ses autres élèves parfois, ou souvent, une vraie relation de proximité, qui était basée sur des valeurs très fortes, qui étaient la bienveillance, la gentillesse, qui passait par le respect, qui passait par cette notion d'humilité, qui passait aussi par cette capacité à faire de l'humour. L'humour et l'humilité, d'ailleurs, sur le point étymologique, c'est la même racine. Ça part de humus, qui est de se rappeler d'où l'on vient. Et puis c'était aussi cette vraie capacité à donner de soi, c'est-à-dire à être dans le don. Alors quand on parle d'une entreprise, être dans le don, dans le management qui donne, on regarde souvent en disant celui-là est encore un taré. Eh bien non, en fait on s'aperçoit que celui qui donne, c'est vraiment celui qui va à un moment donné beaucoup recevoir. Alors dans le titre Manager humain, c'est rentable, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est assez provocateur. L'idée, c'était pas de dire qu'il faut être humain, humaniste et manager avec bienveillance pour avoir de la rentabilité, même si quelque part c'est vrai. L'idée, c'était de dire que pour pouvoir obtenir de bons résultats, il n'y a pas d'autre choix, et ça de manière durable, que d'établir dans une entreprise beaucoup de bienveillance, beaucoup de relations humaines, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup de prise en compte de l'autre, beaucoup de respect. Une capacité à se mettre dans les pompes de l'autre, à jouer à vie ma vie, à comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, un tel ou une telle va être bloqué par un projet ou pas. Parce que derrière, il y a un truc qui est absolument incroyable, qui est que pour réussir un projet, vous réussissez le projet à partir du moment où vous avez pris
ce temps de prendre en compte tous les acteurs du projet. Et quand je dis bien tous les acteurs, c'est vraiment tous les acteurs de manière individuelle. Ça nécessite de renverser son rapport au temps et ça nécessite de développer des savoir-faire précis. Ça répond peut-être à une question que vous aviez, Patrick. Oui, parce que moi j'ai trouvé quand même que peut-être vous essayez de faire la quadrature du cercle, oui. C'est-à-dire à la fois de tenir compte de la spécificité des individus, comme vous l'avez dit, de chacun d'entre eux, et en même temps de construire une équipe. Oui. Alors, est-ce que c'est possible ça? Alors, c'est non seulement possible, mais c'est juste obligatoire. Construire une équipe, c'est avoir à l'esprit que l'équipe, qu'elle soit une équipe projet ou une équipe de sport, elle est faite d'individualités et que ces individus doivent être rassemblés dans un sens commun. Et pour ça, vous n'avez pas d'autre choix que de savoir prendre en compte les considérations individuelles des gens dans la mise en œuvre d'un projet qui, lui, est collectif. La difficulté, c'est quoi? Eh bien, c'est que, individuellement, les gens ne vont pas toujours tout dire. Les considérations individuelles, elles sont souvent du domaine du non-dit, parfois de l'inavouable, parfois de l'autodéfense, et puis de temps en temps, et là c'est un vrai problème, de l'inconscient. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir votre projet, si vous ne prenez pas en compte un seul des individus de l'équipe du projet, votre projet est buggé à plus ou moins long terme. À très court terme, si vous avez une personne qui est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, beaucoup d'influence sur les autres et sur l'ensemble du projet, parce que vous n'aurez pas su, pas pu, pas pris le temps de comprendre ses éventuels freins, ses peurs, etc., etc. Donc, ça nécessite de développer des savoir-faire. Et donc, quels savoir-faire? Eh bien, précisément, ce sont des savoir-faire de prise en compte de l'autre, d'écoute, de questionnement, de compréhension. Ça nécessite d'intégrer aussi le fait que pour pouvoir réussir en équipe, quel que soit le contexte, vous devez savoir prendre en compte de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point de vue qui ne soit pas recevable. Il y a plein de points de vue qui peuvent vous emmerder au quotidien, mais il n'y a pas un point de vue qui ne soit pas recevable, y compris celui qui vous emmerde. Et je dirais même encore plus celui qui vous emmerde, parce que quand il vous emmerde, si vous prenez le temps de comprendre, de poser des questions, d'amener la personne à pouvoir justement sortir de son non-dit et d'exprimer ce qui le coince, eh bien, vous allez non seulement pouvoir peut-être le ramener dans le projet, mais gagner la confiance de l'ensemble de l'équipe parce qu'ils vous auront vu prendre le temps, l'énergie nécessaire pour ramener la brebis égarée dans le bon pré. Voilà. Et c'est pas facile, parce que justement, ça touche un problème de temps dans l'entreprise. Alors justement, sur le temps, vous l'avez évoqué plusieurs fois, et vous écrivez dans le livre que prendre du temps pour les gens, c'est la plus belle preuve de bienveillance que vous pourrez leur donner en tant que cadre à vos collaborateurs. Oui. Expliquez-nous un peu l'importance de ce temps justement consacré aux autres. Alors en fait, la difficulté c'est qu'on est de plus en plus dans un monde qui est industrialisé et on sait, alors pour le coup, sur une chaîne de fabrication, que là, le temps, à ce moment-là, c'est vraiment une unité d'argent. On sait que quand il manque une pièce qui a cassé sur une chaîne de fabrication de voitures, Renault, Peugeot ou quelle qu'elle soit, on sait que chaque minute perdue correspond à une somme d'argent, elle aussi perdue. Donc là, on est vraiment dans cette notion de temps qui est d'argent. Mais derrière, pour pouvoir permettre justement toute une organisation qui va peut-être permettre d'achalander, d'acheminer cette pièce qui manque, eh bien, c'est une notion de projet dans le cadre d'une entreprise qui sera une entreprise de logistique industrielle et qui elle-même sera chargée d'aller récupérer cette pièce avec une organisation, avec des hommes, avec des outils, des manières de faire, un avion, une équipe qui elle-même va s'orienter de telle manière qu'elle sera capable de livrer au plus vite la pièce en Chine ou à Hong Kong ou je ne sais où. Eh bien, cette organisation-là, elle passe par une notion d'équipe, et encore une fois, pour pouvoir gagner ce temps qui est précieux, il s'agit de savoir en prendre au départ, beaucoup parfois, pour pouvoir justement gagner énormément de temps ensuite. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir inverser son rapport au temps. Donc le rapport au temps classique, c'est le temps, c'est de l'argent. On se dépêche, donc on briefe les gens rapidement, on ne prend pas le temps de créer entre eux une relation de confiance alors qu'ils vont être dans une même équipe et parfois ils ne se connaissent même pas. Et on passe justement à côté de l'essentiel parce qu'à un moment donné, les gens vont bloquer, ils ne vont pas s'apprécier, ils ne vont pas se comprendre, ils ne vont pas se connaître, ils n'ont pas la même culture. Alors tout ça, on s'en fout habituellement. Mais justement, de plus en plus, on ne s'en fout pas. Donc l'idée, c'est je prends le temps
la demi-heure que j'aurais pas éventuellement prise, l'heure, la journée, parfois la semaine, dans des contextes industriels très importants, pour pouvoir créer une équipe projet dont la première des qualités sera de bien s'entendre. On l'a vu, on parlait du football récemment, tout à l'heure ensemble en off, on parlait de la Coupe du Monde 98, ce qui a fait que cette équipe-là a merveilleusement réussi. C'était pas uniquement le talent des hommes, c'était leur capacité à bien faire ensemble. Et c'était la capacité que Aimé Jacquet avait à pouvoir rassembler ces hommes aux égaux gros comme ça et à les faire jouer ensemble, mais pas qu'au football, humainement parlant. C'est ça son talent à Aimé Jacquet. Et le talent de ces hommes-là, ça a été justement d'oublier leurs égaux pour pouvoir le mettre au service de l'équipe. C'est ça la bienveillance en entreprise. Alors cette question du temps, est-ce que c'est pas la plus difficile, après tout, à appréhender, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans l'ère, pour ne pas dire la dictature de la rapidité. Et encore plus avec les moyens que l'on a. Alors oui, en plus c'est paradoxal, parce qu'on a des outils, des moyens qui sont extraordinaires pour pouvoir aller plus vite. Je me souviens, moi, il y a 30 ans, j'étais dans la publicité et le marketing. Et à l'époque, quand on commandait une image ou une photo, on devait passer par des banques de données à qui on écrivait, on signait un bon de commande, on regardait des catalogues qu'on nous envoyait par la poste, ça mettait 2 jours, on choisissait nos images, et puis ensuite ça revenait, et puis ensuite on nous envoyait un bon de commande précis avec des histoires d'assurance. Enfin, c'était un truc incroyable. Pour avoir une image, on mettait parfois 10 jours. Et pour pouvoir la travailler ensuite dans une chaîne de fabrication d'images qui était encore très très longue aussi, on faisait de la photogravure, de la typographie, enfin c'était incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait en un claquement de doigts. Donc ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est les outils qui sont rapides et qui s'entrechoquent avec justement la capacité des hommes à aller plus ou moins vite. Mais il y a une chose qui fait qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est précisément la relation humaine. Quand vous n'avez pas la relation, quand vous n'avez pas pris le temps de créer cette relation de confiance, votre projet il est bugué, il ne marche pas. Et ça se vérifie dans tous les contextes. Regardez dans la semaine, Patrick, ou vous qui êtes devant l'écran, regardez ce qui se passe avec les gens avec lesquels vous avez de la difficulté. Alors parfois vous avez de la difficulté parce que vous ne vous comprenez pas, problématique de communication pure et dure, pas les bons mots, mais les 3/4 du temps c'est quoi? Ce sont des problèmes qui sont des problèmes de relation. Et quand vous n'avez pas la relation, et que vous êtes pressé pour pouvoir amener votre contenu et le partager, qu'est-ce que vous faites? Le réflexe, c'est d'insister sur le contenu, alors que plus vous insistez sur le contenu, plus vous détruisez la relation qui elle-même n'existe même pas. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une perte de temps phénoménale. Donc quand vous n'êtes pas capable de prendre ce temps pour pouvoir en gagner énormément, vous croyez en gagner tout de suite parce que vous êtes tout de suite dans l'action, mais c'est une action qui mène à rien, puisque de toute façon, c'est buggé. Donc c'est buggé pour des problèmes de compréhension, des problèmes de relation, des problèmes de confiance, c'est buggé pour des problèmes d'envie, parce que la limite humaine de la relation, c'est j'ai envie, j'ai plus envie, j'aime, j'aime pas. Quand j'ai pas envie et que j'aime pas, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, vous ne ferez pas boire un âne qui n'a pas soif. Voilà. Alors vous écrivez également dans votre ouvrage que le véritable défi du management, consiste à faire du social. Oui. Alors ça demande un peu d'explication, je pense, parce que le social, on l'oppose en général à la rentabilité, qui est une exigence qu'ont les entreprises. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors oui, et là du coup, le mot social revêt deux directions. Il y a le côté social, avec les règles sociales d'une entreprise, où on va mettre en place des acquis sociaux, un certain nombre de choses. Et puis il y a le côté social que j'utilise moi dans ma terminologie, qui est vraiment le fait de faire de la relation. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'en général, on va essayer de prendre soin des gens et d'une équipe en ayant des attributs sociaux, des tickets restaurants, des avantages en nature, enfin un certain nombre de choses qui font partie de l'enveloppe entre guillemets sociale, les primes, les PEA, les plans d'épargne d'entreprise, etc. Il y a plein d'outils, mais ça c'est juste intéressant, mais pas suffisant. Si vous avez ça, et qu'à côté de ça, vous êtes exécrable humainement parlant avec les gens avec lesquels vous bossez, vous avez beau leur mettre en place et dans les mains des trucs qui sont absolument géniaux sur le plan financier, vous ne les garderez pas. La problématique de la génération Y et Z, c'est précisément ça. C'est à la fois de développer ces outils sociaux, mais surtout de développer une relation qui font que ces gamins, ces gens, qui ne sont pas forcément des gamins d'ailleurs, ils ont grandi aujourd'hui, ils ont 30, 32 ans, 35 ans,
pour les premiers de la génération Y, vont rester chez vous parce qu'ils se sentiront bien, ils se sentiront reconnus. On est sur le haut de la pyramide de Maslow, on est sur l'estime de soi, la reconnaissance de soi, on n'est pas sur le pognon et l'argent. Ça, c'est vachement plus bas. Et on est dans un mode de fonctionnement, moi j'appelle ça maintenant le management contenant. C'est un concept, entre guillemets, que j'ai pas mis au point, mais que j'ai tiré des enseignements de Maria Montessori, qui parle de la contenance pour les enfants et qui développe toute une série d'outils, de manières d'être et de faire avec les enfants pour leur permettre de l'épanouissement, de l'apprentissage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Maria Montessori, si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder. Mais le management contenant respecte précisément 5 points de la contenance dont parlait Maria Montessori. Le premier point, c'est la sécurisation. Vous ne pourrez pas faire équipe et faire travailler des gens en mode équipe ou même individuellement s'ils ne se sentent pas sécurisés. Sécurisé, c'est quoi? C'est un cadre, c'est le gentil n'est pas con, parce qu'il faut un cadre. C'est le fait que l'entreprise soit sécurisante, c'est-à-dire qu'elle a un haut de bilan qui soit solide, qu'elle ait les reins solides, et puis c'est aussi le fait que le contexte managérial fasse que les gens se sentent en sécurité pour pouvoir être eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'entreprise doit répondre aux principaux besoins des salariés et des collaborateurs de l'entreprise, si on ne peut pas dire le mot salarié. Et les principaux besoins, c'est précisément non pas l'argent, même si c'est un moment nécessaire, puisque tout travail mérite salaire, et tout salaire mérite travail aussi d'ailleurs, mais c'est surtout le fait d'être reconnu pour ce que l'on fait et de développer une forte estime de soi. C'est une SEP, alors pas une sclérose en plaques, mais un sentiment d'estime et d'efficacité personnelle. Sans ça, ça ne marche pas. Le troisième point, c'est être en relation avec les autres. Si vous êtes dans un mode de fonctionnement équipe ou entreprise et il n'y a pas la relation entre les gens, ça ne marche pas. Donc c'est développer, favoriser tout le travail collaboratif. Le mode projet, pour ça, c'est génial. Le quatrième point, c'est permettre des contextes, des environnements qui favorisent le développement et la créativité. C'est faire des brainstorming régulièrement, inventer des nouvelles idées. Donc c'est prendre par exemple un mec ou une nana qui est à la compta et qui se tape des lignes de comptabilité toute la journée, qui sont des tâches répétitives, voire même des gens qui sont derrière une ligne de production, et c'est les mettre autour d'une table et de les faire réfléchir ensemble à des projets de créativité et de développement. Parce que là, les gens s'éclatent et prennent, et c'est le dernier point, le cinquième point, et prennent du plaisir. Voilà. Sans plaisir, ça ne marche pas. L'homme comme l'enfant se dirige, est essentiellement dirigé par le plaisir. Si vous vous emmerdez tous les jours, Patrick, dans votre boulot, eh bien vous n'aurez pas de fonctionnement qui corresponde à vos besoins, etc. etc. Et du coup, le résultat de tout ça, parce qu'elle savait que le résultat, ce qui résulte de, étymologiquement, eh bien, c'est la rentabilité, c'est l'argent. Mais ça n'est en aucun cas un objectif. L'argent ne peut pas être un objectif. C'est comme si vous me disiez, votre objectif c'est d'être en bonne santé, ça peut être effectivement intéressant, mais ça ne se passera qu'à partir du moment où vous mettez en place un certain nombre de choses qui sont bien avant l'objectif lui-même. Eh bien, merci beaucoup Franck. Merci Patrick. Pour tous ces propos particulièrement enthousiasmants. Merci. Je vous propose qu'on se retrouve plus tard, et normalement en 5e semaine de notre sommet de la bienveillance, pour parler cette fois de la congruence. Volontiers.